Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Mohamedou Oumfa, je suis avec Rosine Mounezero pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mohamedou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons des couples sérodiscordants, appelés aussi sérodifférents. Docteur Aoulé Serge. Un couple, c'est deux personnes qui ont leur statut sérologique par rapport au VIH, donc différent. L'un positif et l'autre négatif pour le VIH. Dans cette édition, nous tenterons également de comprendre pourquoi certains malades ne transmettent pas le virus à leurs partenaires sexuels. Damien Dewalk. Les personnes séropositives sont très infectieuses juste après qu'elles étaient elles-mêmes infectées et ensuite plusieurs années plus tard quand elles sont malades. Mais pendant le long intervalle pendant lequel elles n'ont pas de symptômes, le risque de transmission est en réalité assez bas. Nos invités vont aussi nous expliquer pourquoi certains organismes résistent au virus. Israël Ganoé. Soit la personne qui demeure séronégative a une malformation congénitale ou bien le virus qui a infecté l'autre est défaillant. Et il y a des personnes qui ont un système immunitaire suffisamment fort et ces personnes ne peuvent pas être infectées du virus. Toutes vos rubriques habituelles seront au rendez-vous. Le docteur Amangen Kab répondra une fois encore aux questions des auditeurs. Mais tout de suite, commençons par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Comme d'habitude, pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaoueda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosine. Commençons par cette bonne nouvelle pour le Togo. L'éléphantiasis n'y est plus un problème de santé publique. En effet, après plus d'une décennie d'efforts, le Togo a éliminé la filariose lymphatique, encore appelée éléphantiasis. Les autorités du pays ont une certification officielle de l'Organisation mondiale de la santé qui a félicité le gouvernement togolais de cette réalisation historique. Le professeur Moustapha Mijiyawa, ministre togolais de la Santé et de la Protection sociale, a néanmoins précisé, même après l'élimination, le travail n'est pas terminé au Togo. Nous continuerons à renforcer nos efforts pour détecter et prévenir toute résurgence de la maladie et nous continuerons à prodiguer des soins aux personnes confrontées à des problèmes de santé résultant d'une infection antérieure. Et puis Firmin, pour parvenir à ce résultat, le pays a mené depuis 2010 une guerre contre la maladie. Oui, Rosine, avec l'aide de plusieurs partenaires, le Togo a lancé des campagnes annuelles d'administration massive des médicaments ciblant la population à risque. Désormais, les autorités exhortent le grand public à prendre toutes les mesures de prévention nécessaires qui comprennent l'utilisation de moustiquaires imprégnés, d'insecticides à longue durée d'action, afin de se protéger contre le paludisme et la filariose lymphatique. 33 autres pays d'endémie en Afrique doivent poursuivre leurs efforts pour atteindre le même objectif selon l'OMS. Lutte contre le paludisme maintenant, l'OMS prépare un projet pilote pour vacciner au moins 360 000 enfants d'ici 2020. Le programme pilote, en effet, a été annoncé lundi dernier à Nairobi, au Kenya. Il sera mené au Kenya, au Ghana et au Malawi, 3 pays ayant participé à de précédents tests à de plus petite échelle du Mosquirix, un vaccin expérimental aussi appelé RTSS, mis au point par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline. De 2018 à 2020, l'OMS ambitionne de vacciner 120 000 enfants de moins de 2 ans dans chacun des pays sélectionnés pour ce projet pilote. Seront prioritaires les zones les plus touchées par cette maladie, caractérisée par des épisodes cycliques de fièvre plus ou moins graves. Alors Firmin, quels sont les résultats attendus par cette vaccination ? Rosine, selon Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique, les informations rassemblées lors de ce programme pilote aideront à prendre des décisions pour une utilisation plus large de ce vaccin. Ce programme doit permettre d'évaluer l'efficacité du vaccin dans le contexte d'un usage routinier ainsi que les éventuels obstacles logistiques. Selon des tests menés de 2009 à 2014 sur 15 000 personnes dans 7 pays africains, le candidat vaccin permet de réduire de 40% le nombre d'épisodes paludiques, un taux d'efficacité qui n'est pas suffisant selon les experts, mais qui représente tout de même un espoir en attendant d'autres vaccins contre le paludisme. Ceux-ci sont en cours de développement, notamment par le laboratoire américain Sanaria. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Terminons par la recherche. Certainement une bonne nouvelle pour les femmes enceintes et les futures mamans. Un médicament pourrait réduire les cas de décès dus à des saignements sévères après l'accouchement. Il s'agit de l'acide tranexamique.
Il a été découvert par des chercheurs japonais dans les années 50. Ces chercheurs avaient espéré réduire les décès par hémorragie après l'accouchement, mais ils n'avaient pas pu persuader les obstétriciens à l'époque de mener un essai. Les résultats d'une étude parue mercredi dernier dans la revue médicale de Lancet montrent que le médicament est particulièrement efficace lorsqu'il est administré dans les 3 heures suivant le saignement. Selon cette étude, le produit pourrait réduire d'un tiers les décès maternels dus à des saignements sévères après l'accouchement. Alors, Firmin, les résultats de l'étude sont d'autant plus prometteurs que les hémorragies continuent de tuer les femmes pendant et après les accouchements. Tout à fait, Rosine. L'hémorragie post-accouchement est la principale cause de mortalité maternelle dans le monde, responsable de 100 000 décès par an, dont 99% dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, selon la revue de Lancet. Le délai entre le début de l'hémorragie et la mort de la mère peut parfois être de quelques heures seulement. Or, l'étude menée sur 20 000 femmes dans 21 pays, principalement en Afrique et en Asie, montre que les décès par saignement ont été réduits d'un tiers chez les femmes traitées avec ce médicament. L'acide tranexamique est actuellement recommandé par l'OMS, mais seulement si d'autres médicaments ont échoué. Vivement que ce médicament soit beaucoup plus utilisé. Merci, Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Le VIH-Sida, comme certaines maladies, conserve encore de nombreux secrets et curiosités pour les praticiens malgré les progrès de la recherche. Alors que les rapports sexuels non protégés sont le principal mode de transmission du VIH, de nombreux couples sont sérodifférents bien qu'ayant des rapports sexuels non protégés depuis plusieurs années. C'est à cette curiosité que nous nous intéressons cette semaine. Pourquoi certains couples sont sérodifférents? Pourquoi le partenaire séropositif ne transmet-il pas le virus? Comment vivre avec cette différence? Ces couples peuvent-ils avoir les enfants sains? Ces questions, nous les avons posées au docteur Aoulé Serge, praticien à l'hôpital de Beaunois en Côte d'Ivoire. Avant d'y apporter les réponses, il commence par nous définir ce que c'est qu'un couple sérodiscordant. Un couple sérodiscordant ou sérodifférent, c'est donc, comme on dit, un couple, c'est 2 personnes qui vivent ensemble. Voilà, un homme et une femme, habituellement. Non, c'est un homme et une femme, pas d'un homme et une femme. Voilà. Alors, qui ont leur statut sérologique par rapport au VIH, donc différent. Voilà. L'un positif et l'autre négatif pour le VIH. Voilà. C'est dans ce cas-là qu'on parle de sérodifférence ou de sérodiscordance. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un couple soit effectivement en relation depuis longtemps et soit sérodiférent? Comment comprendre ce phénomène? Bon, nous-mêmes, on cherche toujours à comprendre. C'est des constats qu'on fait. En fait, c'est des constats qu'on fait. Des personnes qui vivent pendant longtemps ensemble, l'un a infecté, l'autre pas. Voilà, ça arrive. Bon. De façon scientifique, moi, non, on ne fait pas de recherche là-dessus, mais ce que nous, on sait, c'est que, voilà, on a des personnes, moi-même, personnellement, je suis des couples sérodifférents. Pendant des années, ils sont toujours sérodifférents. Donc, j'ai parmi mes patients des couples sérodifférents, sérodiscordants. Est-ce qu'ils se protègent? Bon, ce que je peux dire, c'est que, au début, vous savez, lorsqu'on fait le test de dépistage, et c'est là quand on découvre qu'ils sont sérodifférents, puisqu'ils ne savaient pas séropositif ou séronégatif avant. C'est lorsqu'ils viennent à l'hôpital qu'ils font le test de dépistage VIH. Et c'est là qu'on va découvrir que l'un est positif et que l'autre est négatif. C'est à partir de ce moment qu'on leur donne quand même des conseils, voilà, pour que la sérodifférence reste comme ça et que ça ne change pas. Et les conseils qu'on leur donne habituellement, c'est d'abord que la personne qui est infectée, on la met sous traitement. On la met sous traitement et puis voilà, et puis il y a le port aussi de préservatifs lors des rapports sexuels. C'est essentiellement ça, dans un couple. Et comment vous procédez pour cette prévention? Oui, justement, c'est ce que je dis. On leur donne des conseils de vie, donc puisque ils auront des rapports sexuels. Donc on leur donne des conseils. Le premier, pour la prévention, la première méthode, c'est le port de préservatif. Ce qu'on a appelé habituellement le condom, c'est le préservatif. Surtout masculin, parce que le féminin, bon, c'est encore un peu compliqué. Mais voilà, le préservatif masculin. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que la personne, maintenant ça c'est la personne qui est malade, on la met automatiquement sous traitement.
Parce que le traitement aussi réduit tellement considérablement le virus dans le sang que ça peut aussi... C'est une méthode de prévention, le traitement aussi, le traitement antirétroviral. Et il n'arrive pas que, après autant d'années, que vous trouviez l'autre séropositif? Bon, s'ils n'ont pas respecté quand même... Avez-vous des cas pareils dans votre... Ça peut arriver, puisque... Ça peut arriver, parce que c'est pas parce qu'on prend les médicaments, c'est pas parce qu'on se protège, il peut y avoir des accidents. Puisque de toutes les façons, la contamination elle est toujours possible, même si elle est réduite. Lorsqu'on a le traitement, lorsque le malade, celui qui est infecté prend les médicaments, les antirétroviraux, ça réduit la contamination, mais la contamination n'est pas nulle en fait. Le risque de contamination n'est pas nul. C'est pas zéro, le risque de contamination n'est pas nul. Ça veut dire que c'est pas parce que la personne infectée prend le médicament que lorsqu'on fait des examens, il y a des examens qu'on fait pour savoir si le traitement marche bien, notamment la charge virale qu'on fait. Quand la charge virale, on ne parle de charge virale indétectable, même quand elle est indétectable, il y a toujours des virus dans le sang de la personne. C'est ça que vous comprenez. Donc la contamination n'est jamais nulle. C'est pas 0% de contamination. Docteur, au-delà de la contamination du VIH, est-ce que les maladies opportunistes comme la tuberculose et autres ne rendent pas difficile la cohabitation chez des couples sérodifférents? Quand le malade, les patients viennent à nous, surtout dans le cas des couples sérodifférents, il faut systématiquement mettre la personne infectée sous traitement. Ça réduit considérablement ce qu'on appelle, vous appelez tuberculose une maladie opportuniste, mais le risque de contaminer la tuberculose devient faible si elle prend le traitement. Même dans le cas où ça survient, mais la tuberculose se guérit. On traite la tuberculose. Et nous, ici, on traite la tuberculose en 6 mois. Donc, je ne pense pas que ça puisse être, comment je peux dire, un problème majeur. Oui. Quel est le pourcentage que vous avez des couples pareils? Je vois des malades. Moi, dans ma cohorte, je ne pense pas que j'ai plus de 4 personnes. Mais bon, je n'ai pas fait des calculs. C'est pas, on ne rencontre pas, les couples c'est différent, on ne se rencontre pas facilement, mais bon. Bon, je n'ai pas beaucoup. J'ai plus 3-4 personnes, couples. Je n'ai pas fait des calculs pour avoir les pourcentages. Des conseils à donner à un couple sérodifférent qui veut faire des enfants, qui veut avoir des enfants? Oui, mais nous, on a des couples sérodifférents qui font des enfants. Donc, c'est possible de faire des enfants. Tout est simple quand le couple se fait suivre par son médecin. Hein? Quand vous faites suivre correctement, vous faites tous les examens qu'on demande de faire, on peut faire des enfants. Parce que aujourd'hui, le traitement antirétroviral est tellement efficace qu'il arrive même que des personnes infectés, ils peuvent avoir des rapports non protégés avec leur partenaire, faire des enfants. Mais on peut évidemment des précautions. On peut par exemple mettre le partenaire qui n'est pas infecté sous traitement préventif pendant une période, le temps qu'ils aient les rapports, le temps pendant lequel ils ont les rapports non protégés, là, on met le partenaire qui n'est pas affecté sous traitement. Ça réduit aussi le risque de contamination. Voilà, donc la personne de faire des enfants, c'est possible. On peut faire des enfants. Et de la même manière, la personne, si c'est la femme, parce que là, il faut faire la différence. Si c'est la femme qui est infectée, vous allez voir que là, puisque c'est elle qui va porter l'enfant, il est encore très important que cette personne puisse être sous traitement. Parce qu'aujourd'hui, les femmes même infectées font des enfants qui sont sains, qui ne sont pas malades. Ouais. Avec le traitement antirétroviral, vraiment, tout est possible. Nous remercions le docteur Aoulé Serge qui nous répondait depuis la Côte d'Ivoire. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Cette semaine, nous avons 2 témoignages. D'abord, celui de Damien De Walk. Chercheur à la Banque mondiale, il a conduit une étude dans 6 pays d'Afrique centrale entre 2003 et 2004. Selon cette étude, dans au moins 2/3 des couples infectés par le VIH, un seul est porteur du virus. Il nous a expliqué pourquoi. Généralement, les gens pensent qu'une fois qu'un des partenaires dans un couple est infecté par le virus du VIH, l'autre partenaire sera rapidement infecté à son tour. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Parce que bien qu'il n'y ait jamais vraiment de risque de transmission zéro, les personnes qui sont séropositives sont très infectieuses juste après qu'elles étaient elles-mêmes infectées et ensuite, plusieurs années plus tard, quand elles sont au stade du sida et deviennent malades. Mais pendant le long intervalle pendant lequel elles n'ont pas de symptômes, le risque de transmission est en réalité assez bas. Et ce risque de transmission est encore plus faible lorsque le partenaire séropositif reçoit les thérapies antirétrovirales qui traitent le sida,
Cependant, je note que dans les bases de données que j'ai utilisées pour l'enquête, l'accès à ces médicaments était sans doute assez limité étant donné l'époque à laquelle ces enquêtes ont été conduites. Votre étude démontre aussi que dans une proportion importante de cas, seule la femme est porteuse du virus. Alors, comment en êtes-vous arrivé à ce constat? Pourquoi la femme? Oui, c'est l'autre résultat surprenant de cette étude, parce que, au moins au départ, la plupart des gens pensaient que la transmission du VIH-Sida en Afrique était essentiellement le fait des hommes qui avaient des partenaires multiples et qui finissaient par infecter leur épouse ou la partenaire avec qui ils vivaient. Et les résultats de l'étude montrent que si ce type de transmission est certainement présent, il ne faut pas l'occulter, il n'est pas le seul, puisque dans un tiers des couples, seule la femme est séropositive. L'étude considère différentes explications possibles pour ce résultat, y compris la possibilité que les femmes aient été infectées avant leur mariage ou cohabitation présente. La conclusion cependant auquel on arrive, c'est que si une infection au VIH préalable au mariage peut en effet expliquer certains cas, cela ne suffit pas à expliquer la fraction importante de couples où seule la femme est séropositive. En fait, il est difficile d'expliquer cette fraction sans l'existence d'une activité sexuelle des femmes en dehors du mariage ou de la cohabitation. Il se peut que l'activité sexuelle des femmes en dehors de leur couple soit plus fréquente qu'elle n'est généralement admise dans les enquêtes, ou bien même si elles ne sont pas fréquentes, ces rencontres hors couple peuvent être source de vulnérabilité pour les femmes, par exemple parce qu'elles sont moins susceptibles d'utiliser des préservatifs que les femmes célibataires ou les hommes mariés. Et je voudrais noter que l'objet de cette étude n'est pas de montrer du doigt des comportements, de blâmer ou de suggérer que dans les couples, les femmes seraient entre guillemets aussi coupables que les hommes. On doit par exemple se rappeler que dans de nombreux cas, les rapports sexuels en dehors du couple peuvent être imposés aux femmes. Quelle politique de santé publique pensez-vous que les gouvernements, les ONG et tous ceux qui sont impliqués dans le secteur puissent mener pour aider les couples sérodiscordants? Oui, bon, en effet, les résultats de cette enquête suggèrent que c'est important d'étendre les efforts de prévention aux partenaires des personnes séropositives pour éviter que le virus ne se propage davantage. Une politique de santé, par exemple, qui pourrait être très utile, c'est de promouvoir le dépistage volontaire conjoint parmi les couples, que les couples viennent ensemble pour se faire tester. Une autre est d'encourager les patients du sida à révéler à leurs partenaires leur statut et leur utilisation des médicaments antirétroviraux pour pouvoir discuter et prendre ensemble des décisions de prévention. Je pense que les politiques de prévention du VIH devraient prendre aussi en compte le fait que les partenaires non infectés sont une cible prioritaire, et aussi que les femmes sont presque aussi susceptibles de transmettre le virus à leurs partenaires masculins non infectés que les hommes de le transmettre à leurs partenaires féminins séronégatifs. Quelles qu'en soient les raisons, y compris lorsque elles sont forcées ou imposées, les relations sexuelles en dehors du couple sont une source de vulnérabilité importante au VIH-Sida pour les femmes. Et mettre sur pied des programmes de prévention pour cette partie de la population féminine est important, même si je reconnais que ce n'est pas facile, vu que la culture du silence autour de la sexualité des femmes dans certains pays africains et la stigmatisation qui s'attache encore aux porteurs du virus du sida, en particulier quand ce sont des femmes. Mais je pense que ce ne serait pas rendre service aux femmes que d'ignorer, à côté des autres voies de transmission reconnues, le rôle joué par l'activité sexuelle des femmes en dehors du couple dans la transmission de l'épidémie. Il est important que tant les hommes que les femmes soient informés des risques de santé associés aux rapports sexuels non protégés hors mariage ou cohabitation et que les femmes aient la capacité de pouvoir dire non aux rapports sexuels hors mariage non protégés. Le second témoignage est celui de M. Israël Ganoué, directeur du programme du RAP+, le réseau africain des personnes vivant avec le VIH. Selon lui, il existe des couples sérodiscordants qui vivent la différence sans problème grâce à la confiance, au dialogue et à un bon suivi médical. Il est au micro de nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes qui entrent dans une relation sachant déjà leur statut, malheureusement, et ça doit pas être. Mais il arrive aussi que des personnes ignorent totalement leur statut et en cours de route, ces deux personnes font leur test et une personne est positive, une personne est négative. Régulièrement, ces personnes ont des rapports sexuels non protégés, mais celle qui est séronégative n'est toujours pas contaminée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce fait-là? C'est assez rare, hein? Des couples sérodiscordants existent, j'en connais, mais ce qui se passe, c'est que on dit qu'il y a des personnes qui souffrent d'une malformation congénitale, c'est-à-dire que les globules blancs sont faits de sorte que la personne ne peut pas être infectée par le VIH. Soit la personne qui est séronégative, qui demeure séronégative, a une malformation congénitale, ou bien le virus qui a infecté l'autre est défaillant. Et il y a des personnes qui ont un système immunitaire suffisamment fort et ces personnes ne peuvent pas être infectées du virus.
Donc toute sa vie, cette personne ne sera jamais contaminée par le VIH. Oui, il existe des personnes comme ça qui ne pourront jamais attraper le VIH. Ce sont des vénards. Hein? C'est vrai, il y a des personnes qui ne pourront jamais attraper le VIH. Mais on ne peut pas savoir toujours. Donc ce qui se passe en général, c'est que dès qu'on sait qu'un couple est sérodiscordant, qu'une personne dans le couple est positive et une autre négative, les spécialistes conseillent toujours que ce couple commence à utiliser le préservatif parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut avoir risque d'infection. Comment doivent vivre ces personnes-là au quotidien? Dès qu'ils sont informés de leur statut sérologique VIH positif et négatif, ils doivent prendre les précautions, ils doivent éliminer le risque en utilisant désormais le préservatif. Sauf si ils commencent à éprouver le besoin, le désir d'avoir un enfant. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer s'ils éprouvent un besoin de procréation? Même quand les deux personnes sont séropositives, on s'approche toujours des médecins, des spécialistes qui disent comment il faut procéder. Donc on va donner des conseils appropriés. Quand ils vont sentir le besoin, le désir d'avoir un enfant, ils vont s'approcher de leur médecin traitant qui va leur donner des conseils précieux, des conseils utiles qui pourront suivre pour avoir un enfant. Eux, ils sont sérodiscordants, mais il y a même des couples où les deux, monsieur, madame, sont séropositifs et quand ils veulent avoir des enfants, avec des conseils, ils parviennent à avoir des enfants. Il y a plusieurs couples séropositifs et sérodiscordants qui continuent de faire leurs enfants. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont possibles avec l'avancée de la science, avec les traitements qui sont disponibles. Les gens arrivent à faire leurs enfants. Seulement, il faut qu'ils se confient à des médecins qui vont leur donner des conseils médicaux qu'ils devront suivre absolument. C'est sûr que dans un tel couple, il faut une bonne dose d'amour pour que le couple continue à vivre ensemble, malgré le fait que l'un des partenaires soit infecté. À quelles difficultés ces couples-là sont-ils confrontés? Oui, il y a des risques qu'une personne ait peur. Souvent, ce sont des blocages psychologiques. Et vous savez que les relations intimes ont besoin de beaucoup de dispositions aussi. Et donc, quand une personne doit avoir, par exemple, peur, il faut éliminer la peur dans les relations habituelles de tous les jours. Il faudrait soutenir l'autre, il faudrait aimer l'autre, il faudrait protéger l'autre, éviter la discrimination, éviter de stigmatiser l'autre. Et aussi, la peur n'a pas sa place dans cette relation-là parce que ça peut enlever le bonheur, ça peut enlever le goût de vivre même parce que ça devient difficile. Quand on doit vivre avec l'autre, la peur au ventre, c'est difficile. Faut éviter de prendre des risques. Alors, monsieur Israël Ganoué, qu'est-ce qu'on doit retenir concernant les couples sérodiscordants? Les couples sérodiscordants existent. Scientifiquement, les éléments ne sont pas très nombreux. Peut-être que ça relève aussi du miracle. Et les couples sérodiscordants existent. Et pour ceux qui le sont, ils doivent se soutenir. Les personnes vivant avec le VIH en général ne doivent pas être discriminées, ne doivent pas être rejetées. Le VIH, il est presque maîtrisé. La question du VIH n'est plus un souci. Le VIH reste aujourd'hui un problème de relations humaines. C'est la méchanceté humaine qui fait qu'on parle encore du VIH. Du point de vue médical, c'est maîtrisé. Les personnes vivant avec le VIH vivent comme tout autre, font leurs enfants, pratiquent le sport, sont dans tous les milieux, que ce soit dans les marchés, dans les entreprises, à la tête des structures. Les personnes vivant avec le VIH sont partout et c'est tout le monde en même temps. Donc ce que nous disons, il faut se soutenir, il faut éviter de discriminer les personnes vivant avec le VIH. Nous remercions nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire pour ce témoignage. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. La question de l'auditeur nous vient de Kinshasa en RDC. Pour y répondre, nous avons sollicité l'expertise du docteur Armand Genkap. Il est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons en France. Bonjour docteur. Bonjour docteur. Mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal docteur? Jusqu'à quel âge il peut s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je vais faire pour mon frère? Il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une miction, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, vraiment, et puis surtout de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique notamment de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit,
très précocement, mais il y a d'autres qui vont être probes la nuit tardivement, mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit, et lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8%, et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler un tout petit peu sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vesicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, à savoir d'une pathologie, d'un acte concret, d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si cet acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de temps en temps, quelques nuits, de façon exceptionnelle que l'enfant fait pipi au lit, là il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui est survenu dans la famille qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se trouve en présence vraiment d'une énurésie qui est d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que son frère ne continuera pas à faire pipi au lit. Au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre ce qu'on appelle l'énurésie, médicament qu'on donne vraiment contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les deux mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur. Merci, docteur. C'est ici que prend fin votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée aux couples sérodiscordants. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Aoulé Serge, médecin en service à l'hôpital de Beaunois en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons essayé de comprendre comment vivre avec cette différence. 2 témoignages nous ont permis de tenter une explication sur ces cas. D'abord, celui de Damien de Walk, chercheur pour le compte de la Banque mondiale, qui a conduit une étude sur les couples sérodiscordants dans 6 pays africains. Nous avons aussi écouté Israël Ganoué du RAPLUS, le réseau africain des personnes vivant avec le VIH. Notre consultant, le docteur Amangenkap, était avec nous pour répondre aux questions des auditeurs. Nous leur disons tous merci. Nous remercions également Firmin Koyaweda pour la synthèse d'actualité santé et Chouchou Kaoa, notre correspondante à Kinshasa. Michel Joseph assurait la réalisation et Aiden Outko était à la console. Pour vous présenter cette édition, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. Au revoir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.